Politique à la une de ce Midi Magazine avec le mouvement Soleil d'Avenir qui fait sa rentrée politique. Une rentrée sur fond de questionnement sur les défis de l'heure de la classe politique à burkinabé. Dans cette édition et dans la page culture, nous serons au palais royal du Yatenga, un palais qui a accueilli une nouvelle reine. Entre rites et traditions, nous serons au cœur de l'événement. Et puis, plus de 200 morts, c'est le dernier bilan des troupes qui ont secoué le pays de Nelson Mandela. Trouble né de l'arrestation de l'ancien président Jacob Zuma. Une tentative de déstabilisation du pays selon le président Ramaphosa. Voilà pour le sommaire. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Rentrée des classes ce matin pour le mouvement Le Soleil d'Avenir. Une rentrée politique qui a mis au cœur du débat les défis de la classe politique burkinabé. Issa Kafando et Pascal Kani. Les défis de la classe politique burkinabé. C'est sous ce thème que Le Soleil d'Avenir effectue sa rentrée politique. Et l'un des défis majeurs à relever est le renouvellement de la classe politique. Le mouvement du professeur Abdoulaye Soma estime que la classe politique dirigeante actuelle a fait ses preuves et il est temps qu'elle cède la place à de nouvelles têtes, à de nouvelles idées. Nous avons une classe politique qui est arrivée au pouvoir à l'occasion du coup d'État de 1983. Et cette classe politique était très jeune à l'époque. Le président Thomas Sankara lui-même avait une trentaine d'années, 33 ans, et tout le reste était dans les 30-20 ans. Et les hommes déterminants de cette classe politique sont restés au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Ça fait une quarantaine d'années. Ils ont fait ce qu'ils ont dû pouvoir faire. Il y a eu des mérites, il y a des défauts. Mais on arrive à un moment où il faut renouveler. Le défi majeur, c'est ce renouvellement. Il faut réussir ce renouvellement. Ce changement générationnel doit se faire cependant en douceur, tout en reconnaissant les mérites de la classe dirigeante actuelle. Le président du Soleil d'Avenir travaille déjà sur le projet avec des jeunes d'autres partis politiques. Avec les autres jeunes des partis politiques que vous connaissez, nous devons travailler à rassurer les anciens qui sont là, qu'on respecte leurs contributions et que nous sommes une offre politique tout à fait crédible et rassurante pour que lors des élections démocratiques, nous puissions reprendre le flambeau et continuer à faire ce qu'ils ont engagé. Je ne suis pas belliqueux en politique. Je suis très courtois. On respecte, on connaît les limites des gens, mais on les respecte parce qu'ils ont quand même contribué à quelque chose. Mais maintenant, il faut qu'on se dise aussi la vérité. Game over. Pour aider à la réflexion, les militants du Soleil d'Avenir vont écouter des spécialistes des questions politiques. Des communications de Abdul Karim Saïbou et de Siaka Koulibaly vont alimenter les débats. Le programme d'appui à la décentralisation et à la participation citoyenne phase 2 tire à sa fin. Le programme s'est employé depuis 2018 à l'amélioration de la qualité des services publics dans 30 collectivités territoriales. Les acteurs se sont retrouvés dans la cité du Cavalier Rouge pour capitaliser les acquis et les insuffisances du programme avec les regards tournés vers la phase 3. Paul David Bambara et bienvenue Tansa de retour de Koudougou. À moins d'une année de la clôture de la phase 2 du programme d'appui à la décentralisation et à la participation citoyenne d'EPAC 2, les parties prenantes se concertent ici à Koudougou. Il s'agit d'une rencontre entre l'État, les acteurs de terrain et le partenaire financier du programme. Le but de cet exercice, faire le point des actions menées, partager les résultats du programme et échanger sur les enjeux d'une phase prochaine. C'est un programme en tout cas qui a accompagné le renforcement de la gestion au niveau des collectivités territoriales, notamment au niveau de la maîtrise d'ouvrage public, les investissements socio-économiques, la bonne gouvernance. Par rapport au prochain programme, nous avons déjà commencé à échanger avec notre partenaire stratégique qui est la coopération suisse pour voir en tout cas comment prendre en compte les préoccupations réelles des populations au niveau des collectivités territoriales. La finalité du programme d'EPAC 2, rendre les communes et les régions capables de fournir de meilleurs services publics, améliorant la qualité de vie des populations et facilitant les activités économiques. Pour le partenaire de mise en œuvre, les chiffres sont encourageants après 3 années d'implémentation. On a pu constater qu'en effet, on a bien travaillé dans plusieurs domaines. On a pu achever
de bons résultats en termes de meilleures infrastructures routières, sanitaires, d'éducation par rapport à l'eau dans les communes et régions dans lesquelles on a pu travailler. On a pu voir qu'on a réussi à introduire l'adoption de méthodologies participatives, de gestion aussi à moyen et long terme pour le maintien, ce qui est très important. D'un coût global d'environ 12 milliards de francs CFA, le programme DEPAC 2 s'exécute dans 30 collectivités territoriales et 4 régions du Burkina Faso. Sa mise en œuvre prend fin en février 2022. Du matériel informatique pour renforcer la veille sanitaire au Burkina. Une trentaine d'ordinateurs et autres appareils de collecte de données sont remis à l'Institut national de santé publique. Le don est fait par l'Association internationale des instituts nationaux de santé publique en collaboration avec CDC Atlanta. Le témoignage de Urbain Benito Somé et Olopoda. Entre l'Institut national de santé publique INSP et l'Association internationale des instituts nationaux de santé publique INFI, c'est un amour qui se bonifie au fil du temps avec pour objectif d'accompagner la politique de développement sanitaire du Burkina Faso. Par les bons soins du Centre pour le contrôle et la prévention des maladies CDC Atlanta, INFI dote l'INSP d'un lot de matériel informatique et audiovisuel. Cet équipement va venir renforcer les capacités de l'Institut national de santé publique. Vous savez très bien que l'Institut national de santé publique a 6 entités. Ces différentes entités vont pouvoir travailler avec une bonne coordination pour que chaque entité puisse assumer ses missions et atteindre un niveau de performance souhaité. Avec ce don, l'Institut national de santé publique promet être encore plus opérationnel dans la veille sanitaire, la recherche et l'expertise scientifique. Un nouvel engagement qui viendra conforter la solide expérience et la notoriété de cet institut qui fait la fierté de tous à travers une stratégie d'intervention et des résultats qui séduisent autant qu'ils fascinent en matière de renforcement du système de santé. Le gouvernement américain a un partenariat très fort avec le Burkina Faso dans le secteur de la santé. Et un des volets de ce partenariat, c'est le soutien que nous donnons à cet institut, qui est très important pour la prévention, la détection et la réponse à des maladies, aux maladies et aux urgences sanitaires. C'est la première fois que je suis venue pour voir le travail et pour comprendre plus de l'Institut. En moins de 3 ans, l'INSP s'est positionné comme un opérateur incontournable dans le système de santé publique ici au Burkina Faso. Et la Covid-19, la gestion de la pandémie de Covid-19 et l'implication de l'INSP dans cette gestion en est un exemple. Et c'est un modèle pour la sous-région, l'INSP Burkina Faso. CDC Atlanta et INFI sont des partenaires privilégiés de l'INSP depuis sa création en 2018. Un partenariat qu'il s'engage à entretenir afin qu'il puisse davantage produire des fruits en abondance au profit du bien-être de la population burkinabé. Nous sommes à la fin de l'année scolaire et l'heure est aux récompenses. À Sokuraba, dans le Kénédougou, 45 élèves du poste du primaire et 20 du poste primaire repartent de la journée d'excellence qui avec des kits scolaires, qui avec des bourses d'études. Était à l'initiative l'Association pour le développement économique et social du village. L'ambiance avec Salif Belem et Amandine Lalsaga. Des pas de danse au rythme du balafon pour magnifier l'excellence scolaire. La fin d'une année scolaire à l'école de Soukoroba. Élèves et enseignants célèbrent la 2e édition de la journée de l'excellence. Nous sommes à une trentaine de kilomètres de Orodara. Quand on dit la motivation à l'école primaire, tout commence par ça. Lorsque l'enfant est motivé, c'est normal, il va travailler. Désignée meilleure école de la commune de Kangala, au certificat d'études primaires, avec un taux de réussite de plus de 90%, l'école se positionne au niveau communal. Les meilleurs élèves filles et garçons sont également issus de cette école et repartent aujourd'hui avec de nombreux lots. J'ai eu mon CP, j'ai eu un vélo, je peux aller en 6e.
Je suis très contente. En plus des lauréats au certificat d'études primaires, les meilleurs élèves du collège d'enseignement général reçoivent également des prix. Les 5 premiers de chaque classe repartent avec des prix composés de bourses d'études et de kits scolaires. Je vais encore faire mieux, plus que ça même, et briller encore pour avoir le bac aussi comme ça. On a fait appel au MENAPL qui nous a vraiment aidé avec beaucoup de matériel pédagogique même pour les enfants, pour les enseignants. Donc, pas limité seulement à récompenser que les élèves, mais on récompense aussi les enseignants et ça va continuer au fur et à mesure. La deuxième édition de la Journée de l'excellence se referme avec une note de satisfaction, nous confient les organisateurs qui entendent revoir à la hausse les prix pour les éditions à venir. Au chapitre 20 de ce journal, nous nous intéressons à la préservation de la forêt classée des 2 Balais. Le parc est aujourd'hui menacé par l'action anthropique et l'alerte est donnée par l'association Yirikan. Cette association a convié autorités politiques, religieuses, coutumières et sociétés civiles pour mener la réflexion sur le sujet. Des réflexions, mais aussi des actions concrètes pour la sauvegarde du parc. Précision avec Bienvenue Tansar. Des amis de la forêt au sein du parc national des 2 Balais. Une petite marche et l'on constate déjà l'état de dégradation de ce massif forestier. L'action de l'homme est pointée du doigt, le braconnage, le pâturage, l'orpaillage, l'occupation agricole sont autant de faits déplorés. Les gens sont en train d'envoyer le parc, les orpailleurs surtout, et les éleveurs. Mais bon, nous aussi, comme je dis, nous faisons de notre mieux. Nous ne sommes pas nombreux. Nous sommes 9 forestiers avec 8 écogardes pour couvrir une superficie de 80 600 hectares. Ce n'est pas facile. À l'initiative de ce cadre d'échange ici à Boromo, l'association Yirikan et ses partenaires. Objectif, mettre en branle une chaîne de solidarité pour sauver la forêt classée des 2 Balais. Ce parc-là était un joyau. Il y a 10 ans derrière, on ne pouvait pas faire le trajet Ouaga-Bobo sans voir des éléphants qui traversaient le goudron vers le Mouhoun. Mais aujourd'hui, tous ces éléphants, je pense, je ne suis pas un spécialiste de la chose, mais certainement on migre vers d'autres espaces où il y a beaucoup plus de sécurité. À cette journée de discussion, des participants en majorité acquis à la cause de l'association Yirikan, engagement est pris de soutenir la structure dans son projet qui vise la sauvegarde du parc national des 2 Balais. À Bobo Dioulasso, il était question de la gestion durable des ressources en bois. Une stratégie nationale et un plan d'action sont en cours d'élaboration. Les 2 documents étaient au centre d'une rencontre à Bobo Dioulasso, donc Lamine Karantao et Ismaël Assatune Paris. La problématique de la gestion durable des ressources forestières se pose avec acuité au Burkina Faso. Pourtant, nombreuses sont les personnes qui tirent leurs revenus dans le métier du bois. Il y a donc nécessité de mieux organiser le secteur à travers l'adoption d'un référentiel. Et cet atelier est initié pour valider la stratégie nationale et le plan d'action 2021-2023 de la gestion durable des ressources en bois d'œuvre et en bois de service. Le Burkina Faso regorge un potentiel très intéressant en bois d'œuvre et bois de service. Mais depuis la suspension de l'exploitation du bois de service et du bois d'œuvre, l'exploitation frauduleuse a pris le poids. Et cette manière de faire-là accroît la dépendance de notre pays vis-à-vis de l'importation. Il était essentiel de notre point de vue que nous puissions donc nous retrouver ensemble afin de nous permettre de revoir un peu comment nous aurons organisé au mieux les filières bois d'œuvre et bois de service. Les travaux vont s'articuler autour des communications, des échanges entre les différents acteurs de l'environnement et les parties prenantes. À terme, ils devront aboutir à l'adoption du référentiel en matière de gestion des ressources en bois, ainsi que les différentes actions à mener. Il s'agira de présenter à l'ensemble des participants d'abord la stratégie qui permet de présenter les visions qu'on a par rapport à la gestion durable de ressources en bois d'œuvre et en bois de service et les objectifs, les principaux axes. Ensuite, il y aura une communication sur le plan d'action qui va nous permettre effectivement
d'opérationnaliser la stratégie qui a été élaborée. Nous allons avoir un autre aspect qui va être de se doter d'une feuille de route. Selon les premiers responsables du ministère en charge de l'environnement, l'adoption d'un tel document va jeter les bases d'une industrie nationale de bois performante, génératrice d'emplois. Aussi, elle vise à couvrir d'ici à l'horizon 2025 près de 20% des besoins du pays en bois scié, contre moins de 5% actuellement. Nous ouvrons cette page culture dans la cité de Yendabili où les acteurs culturels et touristiques de la région de l'Est sont invités à se mettre à l'air du temps. Il s'agit pour eux d'explorer les opportunités des technologies de l'information et de la communication pour répondre aux besoins d'une clientèle de plus en plus exigeante et active sur les plateformes numériques. La formation de FADA est le point de départ d'une série qui touchera toutes les régions du pays, nous disent Désiré Ilboudo et Aruna Mari. Un investissement dans le savoir paye toujours les meilleurs intérêts. Cette pensée de l'artiste physicien écrivain Benjamin Franklin illustre à souhait toute la place du savoir dans la formation de l'homme. Pour tourner dos à l'ignorance et à l'amateurisme, ces acteurs culturels de la région de l'Est se forment en technique vocale et à une meilleure gestion de la filière culturelle et touristique. C'est le choix et la demande d'ailleurs exprimée par ces différents acteurs-là d'avoir un certain nombre de formations, notamment donc celles qui ont été déclinées ici, à savoir donc le marketing, la vente en ligne, différentes formations qui leur permettent de faire des plans d'affaires, etc., pour pouvoir en tout cas être mieux compétitifs. Avec cette formation, nous comptons vraiment créer une entreprise culturelle pour en faire en tout cas un levier de développement au niveau de la région de l'Est et pour créer des emplois en tout cas pour les jeunes. La formation va s'étaler sur 2 semaines au profit de la trentaine d'acteurs culturels qui plaident pour la dynamisation de plusieurs infrastructures culturelles. Aujourd'hui, Fadangouan est une ville sans salle de spectacle digne de ce nom et voici la salle de ciné vue de l'intérieur et de l'extérieur. Je suis très réceptive à ce qui a été dit et nous verrons ensemble en tout cas ce qu'il y a de faire parce que de toute façon, nous-mêmes nous sommes sur cette lancée. Nous avons demandé aux différents directeurs provinciaux d'exprimer leurs besoins. Si le premier besoin c'est de réaliser, de refaire d'abord la salle de ciné, mais c'est sur ça que nous allons d'abord commencer avant donc d'étendre l'action du gouvernement sur le reste des doléances. Après l'Est, le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme compte se déporter dans les 12 autres régions pour offrir la même formation qui, in fine, va profiter à près de 400 acteurs culturels et touristiques burkinabés. Allons au Yatenga où le palais royal a accueilli une nouvelle reine, une arrivée qui s'est faite dans la pure tradition. Une de nos équipes a immortalisé quelques grands moments de l'initiation de la nouvelle reine. Le récit de Boukari Ouedraogo et Moussaki. Agathe Ouedraogo est désormais reconnue reine de la cour royale du Yatenga. Son initiation s'est passée dans la pure tradition des Yadse. Ces femmes assises sont les tantes de son époux. C'est elles qui ont rasé la nouvelle reine conformément à la tradition. On rase la nouvelle reine dans la maison coutumière. À partir de cet instant, elle appartient à son mari seul. Ce rituel permet au couple d'avoir des enfants bénis. Les cheveux enlevés sont ensuite ramassés et jetés dans ce caniveau. Les tantes et la nouvelle reine se mettent en file indienne. Direction la cour de l'aînée des tantes du mari, une vieille de plus de 80 ans. Elle doit obligatoirement apporter ses bénédictions à la nouvelle reine. Que Dieu t'enseigne, te guide et qu'il t'accorde ce qui est bon. Tout ce qui tombe dans tes mains soit béni. Dans ce processus d'initiation, des objets sont importants. Ce petit canari sert de coffre pour la contribution financière des tantes. La calebasse est désormais utilisée pour la douche de la nouvelle reine. Pour le moment, tout se passe loin du regard du mari, comme le veut le rituel. La grossesse qu'elle a là, c'est elle accouche. Si sa tête n'était pas rasée, son fils là ou bien c'est sa fille là ne peut pas prendre la chefferie. De la maison de l'aînée des tantes,
La nouvelle reine est conduite au palais du roi de Yatenga. Sur la voie, des passants s'arrêtent pour suivre ces rituels. Une vieille du groupe dévance pour annoncer la venue de la nouvelle reine. La porte ouest du palais lui est réservée. Le Bendra annonce sa venue au palais. Elle salue le roi et se présente. Son mari peut maintenant se joindre au groupe. S'il n'a pas rasé sa tête, ses enfants, c'est pour lui seulement. Même à nos réunions familiales, les enfants ne doivent pas venir. Ceux qui n'ont pas rasé la tête, ils ne doivent pas venir. Et même si son père est mort, il ne même pas un franc, on lui donne rien. Oui, c'est la coutume. Agathe Ouedraogo n'est pas la première. Le royaume du Yatenga compte à nos jours une centaine de reines. L'initiation est la même. La tête est rasée et l'habillement est purement traditionnel. Signe de l'acceptation de la nouvelle reine dans le royaume du Yatenga. Mais derrière ce consentement, il y a des interdits. Dès lors que la tête sera rasée, tu n'as plus droit à l'horreur. Parce que c'est une voie irréversible. Alors, si, bon, par mégarde, elle commet l'infidélité, là en tout cas, elle est répudiée automatiquement. Et ça aussi, il y a un rite coutumier qu'il faut faire aussi pour la répudier carrément de la famille, et on retire aussi son turban. Chez les Yatse, cette initiation est considérée comme la célébration de leur mariage traditionnel. Au début, c'est pas facile, mais avec le temps, on va s'adapter. C'est une nouvelle culture pour moi, donc j'espère qu'avec le temps, ça va aller. Je suis très satisfait et ça fait de moi aussi un fils digne de mon père parce que j'ai respecté effectivement sa culture. Tout est presque fini. Le couple sort du palais, accompagné des tantes du mari. La reine vient saluer les papas de son mari, comme le veut aussi la tradition. Heureux ménage au couple royal. De la musique au service de la paix et la cohésion sociale, Sana Bob était sur scène dans la cité des Banquis. Face à l'insécurité, l'ambassadeur de la paix a appelé les différentes communautés à faire barrière à la haine et la division. Yves Rwamba, Edouard Ouedraogo et Draman So pour l'ambiance du concert. Pour la paix et la cohésion sociale, je m'engage. Et vous? La réponse à cette question, l'artiste reggaeman Sana Bob est venu la chercher à Dédougou. Accompagné d'autres artistes, l'ambassadeur de paix est dans la cité de Banquis pour promouvoir la paix et la cohésion sociale entre les communautés. Devant les autorités, l'artiste musicien appelle chacun à être un messager de paix. Il faut aller auprès de vos parents, les grands-parents, surtout le chef des cantons. Là-bas, il y a la parole vraie. Vous voyez, tout le chef de canton était là ce soir-là. On a parlé, la paix, et tout le monde s'était vraiment calme, silencieux et respecté et peut écouter. C'est dans cette tradition-là que moi j'ai en train de profiter aujourd'hui, en tant que Sana Bob aujourd'hui, pour aller auprès d'eux, non seulement de demander leur bénédiction et aussi de parler aussi vraiment de la paix auprès d'eux. L'une des missions des chefs traditionnels est le renforcement de la cohésion sociale. Ce concert est l'occasion de renouveler les messages de paix. L'activité de ce soir correspond exactement au rôle d'un chef coutumier qui est de travailler à la paix et à la prospérité de sa communauté. Et pour cette raison, le chef a besoin aussi de soutien. Et comme l'action de Sana Bob s'inscrit dans ce sens-là, c'est une contribution au rôle que le chef joue presque tous les jours. Pour l'artiste Sana Bob, ce concert de sensibilisation a été initié depuis 2018 afin de solliciter l'aide des leaders coutumiers et religieux dans la recherche de la paix, la cohésion sociale et du vivre ensemble. Dans cette page, nous allons à la rencontre d'une femme pleine de détermination et de courage. Elle se nomme Victorine Guissou, handicapée et sportive de haut niveau, avec plusieurs médailles à son compteur. Victorine Guissou est du reste qualifiée pour les Jeux paralympiques de Tokyo, une rencontre internationale à laquelle notre Amazone n'entend pas faire de la figuration. Son portrait avec Kwalen Nebié et Jean-Modeste Ouedraogo.
Quartier Zaquin au secteur de Koudougou. Bienvenue à Vicky Coiffure, le salon de coiffure des femmes à proximité du marché. Nous sommes dimanche et pour se rendre belle, il faut négocier au préalable un rendez-vous. À l'intérieur de la maisonnette qui sert de salon, une femme tient des mèches dans ses mains. Elle supervise le travail des filles et fait quelquefois des observations. C'est très bien à faire. Cette femme est la propriétaire des lieux. Elle se nomme Victorine Guissou. Elle est une personne handicapée et à l'aide de ses béquilles, elle se déplace. Et sans complexe, elle parle de son handicap. Je ne suis pas née avec... J'ai eu mon handicap quand j'avais à peu près 3 ans. 3 ans, ça a été une maladie brusque. Les choses n'étaient pas évoluées comme aujourd'hui. Donc les parents aussi, ils ont commencé à me soigner comme il se doit. Mais par finir, ça a été la polio, il m'a terrassé, mais il n'a pas pu. Moi, je vais la terrasser aujourd'hui. Entre la coiffure et elle, c'est une histoire d'amour qui a commencé depuis sa tendre enfance. Dynamique et entreprenante, Victorine Guissou ouvre son propre salon et offre l'opportunité à plusieurs filles de réaliser leurs rêves. Avec la tante, on est heureuse, content avec elle parce qu'on sait que après nous aussi, on peut se débrouiller dans la vie. Auprès de ses collaboratrices et de ses clientes, elle suscite de l'admiration. Même si elle a du succès dans la coiffure, c'est par le sport qu'elle se révèle au Burkinabé. Derrière cette femme battante se cache une sportive de haut niveau. Moi, j'ai 17 médailles. Premièrement, j'ai participé à une compétition au Maroc. J'ai remporté une médaille bronze pour ma première sortie. Et deuxièmement, je suis allée en Tunis, j'ai encore remporté une médaille bronze. Et tout récemment, on a participé à la compétition nationale à Ouaga et j'ai remporté une médaille d'or. Spécialiste du lancer de poids et de javelot, Victorine Guissou est une fierté nationale. Le sport lui permet de s'épanouir. Depuis que moi j'ai commencé le sport, c'est rare que je tombe malade. Peut-être des fois c'est la fatigue, mais ça ne me dérange pas. 2 jours, 3 jours, ça passe seulement. Retranchée dans sa ville natale, elle est rarement mise sous les feux des projecteurs. Elle est en manque de reconnaissance. Moi, en voyageant même, moi-même je suis contente. Et les gens, mes amis, mes alentours sont contents. Et au retour, ils croyaient, moi si je reviens, ils croyaient que moi je suis venue avec de l'argent. Et pourtant, ce n'est pas ça. Et depuis que j'ai commencé à voyager, j'ai fait plus d'efforts pour remporter des prix et pour soulever même le nom de Burkina. Et depuis que je suis arrivée, je n'ai jamais eu un encouragement même. Qualifiée pour les Jeux paralympiques de Tokyo, Victorine rêve d'une médaille quelle qu'en soit la couleur. Je m'entraîne 4 fois dans la semaine. Donc avec mon encadreur. Et des fois même si l'encadreur n'est pas à côté, moi je me débrouille moi-même. Cela passe par le travail et un entraînement de haut niveau. Guissou n'a pas de temps à perdre, l'heure des entraînements approche. Elle se prépare pour la séance du jour. De son salon de coiffure, elle prend la direction du secteur 5 au siège de l'association. C'est ici que Victorine Guissou prépare les Jeux paralympiques. Métamorphosée en sportive, elle est prête avant l'arrivée de son entraîneur. Puis arrive enfin l'entraîneur. La séance peut commencer. Sur ce terrain de fortune, elle tente tant bien que mal de s'adapter à la situation. Traçage de l'aire de lancer, échauffement et lancer sont les principaux exercices du jour. L'objectif est de faire le plus long jet possible. Après plusieurs tentatives, sa performance du dernier championnat national n'est pas battue. Il y a encore beaucoup de travail. Malgré les efforts de cet entraîneur bénévole, il sera difficile de réaliser de bonnes performances dans ces conditions. Franchement, c'est des pincements au cœur, il faut le dire. Pour une personne qui va représenter haut et fort et puis valablement, on va dire, le Burkina Faso à l'extérieur, c'est quand même un peu déplorable de voir que cette personne n'est pas connue d'abord. Ça d'abord. Ensuite, il y a son ministère de tutelle, il faut le dire clairement, qui, à mon avis, ne fait pas ce qu'il faut. Voilà, pour un athlète déjà de sa carrure. Bon, comparaison n'est pas raison, mais avec ce qu'elle a comme trophée déjà, je pense qu'on peut déjà la citer parmi les meilleurs athlètes de ces 2 dernières années. Un cri de cœur qui sera sans doute entendu par les plus hautes autorités, mais en attendant, elle peut compter sur son entraîneur, ses collaboratrices et ses filles qui l'admirent et qui la respectent pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle fait.
elle se bat, elle fait tout, presque tout. Elle fait le sport, la coiffure, elle fait la transformation de la pâte d'arachide aussi. En tout cas, j'aime ma maman, elle se débrouille bien. Maman, je t'aime. Les Jeux paralympiques débutent le 24 août à Tokyo. Les 2 représentants burkinabés seront mis au vert du 21 juillet au 3 août pour les entraînements intensifs avant la compétition. Plein succès à notre athlète hors de nos frontières au pays de Nelson Mandela. Les troubles nés de l'arrestation de l'ancien président Jacob Zuma ont fait plus de 200 morts. Une tentative de déstabilisation du pays selon le président Ramaphosa. Après une semaine de violences meurtrières, le président sud-africain s'est rendu ce vendredi à KwaMashu dans la province côtière du KwaZulu-Natal où les troubles qui ont fait plus de 200 morts ont éclaté il y a une semaine. Selon Cyril Ramaphosa, les pillages ne doivent rien au hasard, ils auraient été provoqués et planifiés. Il est tout à fait clair que tous ces incidents, ces troubles et ces pillages ont été fomentés. Il y a des instigateurs. Il y a des gens qui ont planifié et coordonné tout cela. Nous poursuivrons ces personnes, nous en avons identifié un bon nombre. Nous ne laisserons pas l'anarchie s'installer dans notre pays. La police enquête actuellement sur une dizaine de personnes soupçonnées d'être derrière le déchaînement de violence de ces derniers jours. Les premiers incidents ont éclaté la semaine dernière dans la province du KwaZulu-Natal au lendemain de l'incarcération de l'ex-président Jacob Zuma, condamné à 15 mois de prison ferme pour outrage à la justice. Les pillages se sont ensuite étendus sur fond de chômage endémique et de nouvelles restrictions anti-Covid, notamment à la province du Gauteng où ces images ont été tournées. C'est tout pour ce Midi Magazine. Merci à vous qui nous avez reçus chez vous. Bon week-end en compagnie des programmes de la télévision du Burkina. À demain.